Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Lionel Larzac. Vous êtes Monsieur Lionel Larzac qui est conservateur du patrimoine au Musée national des châteaux de Versailles et Trianon. Eh bien, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé des sculptures et de la conservation préventive des collections. Je citerai quelques-unes de vos réalisations, vous, spécialiste de la sculpture. Monsieur Lionel Larzac a été co-commissaire d'une exposition au château de Cadillac, qui est en Gironde, ayant pour sujet le roi Henri IV dans les collections de Versailles, donc le lien entre ce château et le château de Versailles. En 2022, il a réalisé une très importante découverte avec un vrai talent de détective. En effet, en 2018, après des mois de recherche, il a identifié dans les jardins de l'ambassade de l'Angola deux groupes de sculptures majeures du XVIIIe siècle qui sont dans l'arbre de Carrare. Vous les avez repérés dans les jardins avec Google Earth, me semble-t-il. Oui, un peu aussi avec les archives. Avec les archives. Les deux. Alors, l'un de ces groupes s'appelle Zéphyr, Flore et Labour, qui était une commande de Louis XIV, de 1713, mais il n'a pas vu la réalisation. L'autre, intitulé L'Abondance, fut commandé par Louis XV. Ces deux grandes sculptures ont depuis été données par l'ambassade de l'Angola au château de Versailles. Et en 2022, à la suite des recherches de M. Larzac, une exposition a eu lieu au château de Versailles, que certains d'entre vous ont probablement vu. Cette exposition était intitulée « Chefs-d'œuvre retrouvés » et vous étiez le co-commissaire. Notre invité s'intéresse aussi au lien entre l'art et la littérature, puisqu'il a notamment publié un article sur Proust et Versailles dans la revue Versailles. Enfin, si nous revenons au sujet de la conférence de ce soir, Lionel Larzac, fin connaisseur des œuvres du sculpteur Joseph Deschamps, a publié dans la revue Versailles un article sur ce sculpteur du XVIIIe siècle, auteur d'une série de bas-reliefs que l'on peut admirer dans la chapelle du lycée Hoche. Monsieur Larzac, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous et de pouvoir participer donc à cette célébration du 250e anniversaire de la clôture du couvent de la Reine. Je tiens à remercier d'ailleurs la Société des Amis du lycée Hoche de m'avoir invité, les membres du lycée, l'administration aussi, ainsi que M. Florian Audouin, avec qui j'ai pu bénéficier d'une magnifique visite de la chapelle du lycée. Et j'invite, si ce n'est déjà fait, toutes les personnes présentes à s'inscrire justement sur le site donc, des Amis du lycée Hoche pour pouvoir bénéficier de ces visites. Il y a à la fois la visite de la chapelle, mais aussi des bâtiments conventuels. Alors, le sujet qui nous occupe ce soir est Joseph Deschamps, qui est un sculpteur qui, comme l'architecte avec lequel il a le plus souvent travaillé, Richard Mick, est un de ses oubliés de l'histoire. Je reprends les mots d'une chercheuse qui s'appelle Muriel de Ressac, qui a malheureusement disparu, mais qui a consacré sa thèse, et une thèse qui a été publiée, donc à l'œuvre de cet architecte Richard Mick, qui a si souvent fait travailler Joseph Deschamps. Et lorsque j'ai entrepris les recherches sur cet artiste, pour les publier dans cette revue qui s'appelle Versailles, comme l'a dit Madame, c'était sous un angle quasi exclusivement versaillais, trianonné même en quelque sorte, puisque j'ai essayé de comprendre quel avait été l'apport de Joseph Deschamps aux architectures de Mick, notamment dans les constructions qu'il fit pour Marie-Antoinette.
Mais au-delà de cette carrière plus versaillaise de Deschamps, il ne faut pas oublier également le fait que c'est un sculpteur qui a œuvré sur un chantier très important, un des premiers chantiers auxquels il fut confronté, celui du couvent de la Reine, donc, qui nous accueille ce soir. Alors Joseph Deschamps est un sculpteur aussi bien ornemaniste que figuriste et qui a travaillé avec grande polyvalence le marbre, la pierre, le plâtre, le bois ou encore le carton. Et c'est aussi un artiste qui maîtrisait l'art de la fonte, nous le verrons. C'est vraiment un artiste polyvalent et cette dimension de sculpteur ornemaniste fait que son art était véritablement au service de l'architecture. Et de fait, sa production est caractéristique des commandes royales à la veille de la Révolution, en ce qu'elle reflète le degré de raffinement qu'avaient atteint ces artistes qui n'étaient ni des artistes aussi célèbres que Pajou, Houdon ou encore Falconet, qui demeurent un peu dans l'ombre de l'histoire, mais qui faisaient preuve d'un immense talent. Alors Joseph Deschamps est probablement né en 1743. C'est le fils de Jean-François Deschamps et de Jeanne Deschamps, né de Dubuisson. C'est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, mais il semble avoir été le seul à avoir embrassé la carrière des arts. Alors son père, Jean-François, était une personnalité assez importante à l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, dans laquelle il était modèle, et ce depuis 1725. Il le restera d'ailleurs plus de 40 ans, quasiment jusqu'à sa mort, qui survint en 1773. Alors modèle à l'Académie, ce n'était pas rien, puisqu'il a en quelque sorte formé des générations entières d'artistes qui faisaient leur gamme sur la bosse tout d'abord, et puis ensuite sur le modèle vivant. Et pour des questions de bienséance, au XVIIIe siècle, on ne s'entraînait pas à dessiner sur un nu féminin, sur un modèle féminin, mais bien évidemment sur un modèle masculin. Et de fait, ce Jean-François Deschamps a été célébré par des artistes aussi divers que François Boucher ou encore Edmé Bouchardon, dont vous avez à l'écran de magnifiques sanguines, qui représentent justement le père de notre sculpteur à différentes époques de sa vie. Je ne peux pas résister à vous citer un des articles que l'encyclopédie méthodique de l'évêque consacra justement au modèle Deschamps. Tantôt Deschamps était Mercure toujours jeune, tantôt il était le terrible Mars, tantôt Neptune, Pluton, Jupiter. Il n'y avait pas jusqu'à sa tête qui ne se fit quelquefois reconnaître, et l'on était étonné de voir sa face un peu bachique, devenue celle des héros ou d'un dieu. En effet, on représentait volontiers la mythologie à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et de fait, ce Deschamps, le père donc, du sculpteur, eut des liens avec des artistes. Les archives mentionnent qu'il fit des affaires avec notamment les sculpteurs Caffieri ou encore l'archevêque. Et il faut imaginer notre Joseph Deschamps graviter, en tout cas dans son enfance, dans cette ambiance particulièrement artistique, puisque la famille était logée au Vieux-Louvre dans un appartement mis à disposition de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Alors, de la toute première formation de Joseph Deschamps, on ne sait à peu près rien, les sources sont malheureusement très lacunaires. Il apparaît à partir de 1759, donc sur les bancs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, en qualité d'élève, élève particulièrement studieux, puisqu'il remporte plusieurs médailles de quartier. Les médailles de quartier, ça visait par trimestre, quartier-trimestre, à récompenser les élèves qui se distinguaient, notamment pour leur dessin. Et donc il remporte plusieurs médailles, et à partir de 1765, il décide de concourir au fameux Grand Prix qui, une fois remporté, ouvrait la porte à l'Académie de France à Rome, à cette institution qui avait été fondée par Louis XIV en 1666 et qui permettait donc aux futurs académiciens, aux élèves académiciens, de se perfectionner, de se parfaire même au contact de l'antique à Rome et des grands maîtres du baroque italien. Alors, après une première tentative infructueuse en 1768, Joseph Deschamps remporte le premier prix de sculpture de 1771. Le concours, cette année-là,
était de représenter à travers un bas-relief un sujet biblique, le frappement du rocher, donc Moïse qui frappe le rocher. Cette œuvre, malheureusement, n'est pas conservée. Et ce qui est très curieux, c'est que Joseph Deschamps va finalement refuser ce premier prix. En tout cas, il ne va jamais partir à Rome et ne va pas même essayer d'être agréé, même et donc reçu à l'Académie, ne sera pas académicien. La raison nous en est donnée par le premier peintre de l'époque, Jean-Baptiste Marie-Pierre. Le premier peintre, c'est celui qui avait un rôle un peu de, si vous voulez, de contrôleur des arts avec le directeur des bâtiments du roi, qui était à l'époque le marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour. Jean-Baptiste Marie-Pierre donc nous explique dans une lettre qu'il écrit à son supérieur, Marigny, que Deschamps ne souhaitait pas quitter son épouse, il venait d'épouser Étiennette Desmerveilles, et surtout que son ambition est celle de devenir compagnon. C'est-à-dire qu'il va refuser la carrière d'académicien, il ne pourra pas exposer au salon, il ne pourra pas recevoir de commandes royales, notamment de grandes sculptures en marbre, parce que dès lors, il décide d'être compagnon, c'est-à-dire, entre guillemets, sculpteur ornemaniste, ce qui n'empêchera pas, nous allons le voir, de représenter le corps humain, d'être aussi figuriste. Mais toutefois, il n'hésite pas à signer les différents documents d'archives que nous conservons en tant que sculpteur du roi, ou bien pensionnaire de l'Académie, ou encore ancien pensionnaire. C'est dire qu'il est vraiment fier de cette formation officielle qu'il a reçue à Paris. Et j'explique aussi le fait qu'il refuse de partir à Rome, tout simplement parce qu'en 1771, il est depuis quelques années, depuis peu en fait, depuis l'année précédente, très accaparé sur un chantier d'envergure, le chantier de l'Opéra Royal de Versailles. En 1770, Louis XV décide, en vue des mariages royaux, des mariages princiers qui se préfigurent, qui se préparent, décide enfin de concrétiser un vœu de son arrière-grand-père, Louis XIV, celui de terminer le château de Versailles en construisant une salle de spectacle digne de ce nom. Jusqu'alors, le roi écoutait la comédie dans la salle dite de la Comédie, qui était près du passage des Princes, une salle très incommode. Il n'y avait pas de véritable salle d'apparat pour organiser les grands spectacles royaux, et notamment ceux que l'on donnait à l'occasion des mariages princiers et royaux. Donc on construisait des salles éphémères, c'était très compliqué. Donc Louis XV demande à son premier architecte, Jean-Jacques Gabriel, de construire une salle, c'est celle que nous connaissons encore aujourd'hui, donc à l'extrémité de l'aile nord du château de Versailles. C'est un chantier titanesque qui va être mené tambour battant, de manière à ce que le chantier soit achevé le 8 mai 1770, donc à point pour célébrer les différents mariages, dont celui du futur Louis XVI avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. Et alors, c'est un chantier architectural, mais également de sculpture, puisque l'intérieur et également le foyer et la salle des gardes, qui elle a disparu, étaient ornés de très nombreuses sculptures. Chantier qui a été confié à un sculpteur qui à l'époque était très réputé, qui l'est toujours d'ailleurs, Augustin Pajou, sculpteur du roi, qui était membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et donc Augustin Pajou va, dès l'automne 1768, organiser un chantier très important, de manière à ce que tout soit livré un an plus tard. Et pour ce fait, il va rassembler une équipe très nombreuse, puisque pas moins de 15 sculpteurs vont être employés sur le chantier de l'Opéra Royal, notamment Philippe Laurent Roland, qui était l'élève préféré de Pajou, son protégé, mais aussi des artistes, des sculpteurs membres de l'Académie royale, tels Bourref, Dardel, François Martin, René Milot ou encore André Segla. Et bien évidemment, Joseph Deschamps, qui donc retrouve en quelque sorte ses condisciples de l'Académie royale à Versailles. Alors, le chantier de sculpture a lieu dans les ateliers du Louvre à Paris et les décors sont acheminés peu à peu donc dans la salle de spectacle à Versailles. C'est un chantier fondamental pour la carrière de Joseph Deschamps, qui non seulement va se confronter au travail d'équipe,
mais aussi va avoir à travailler dans différents matériaux. Notamment, et c'est le cas de la plupart des décors sculptés de la salle de l'Opéra Royal, il va exécuter des bas-reliefs en bois. La salle est entièrement en bois, c'est meilleur pour l'acoustique. Et de fait, il va participer avec les 15 autres sculpteurs à ces bas-reliefs qui ornent les loges, les différents balcons du théâtre, notamment ces rondes d'enfants qui célèbrent les différents arts. Vous avez ici les plaisirs de la danse. Et au registre inférieur, au premier balcon, donc, nous avons en bas-relief représenté les divinités de l'Olympe. Je vous ai mis ici le dieu Pluton, un dieu des enfers, qui sont également exécutés en bas-relief. Et on a ici vraiment la quintessence de l'art de Pajou, qui épouse à la fois le néoclassicisme, alors en vogue, mais qui reste aussi très attaché à cette sensibilité imprégnée encore de ces années 1750. Notamment, regardez ces rondes d'enfants tout potelés, on a l'impression de sortir d'un décor quasiment rocaille. Et le style de Deschamps, là, n'apparaît absolument pas, c'est pas une doute. Il doit vraiment être en harmonie avec le style de Pajou et les 15 autres artistes qui collaborent à ce chantier, de même, ne cherchent pas du tout à laisser leur marque. Vraiment, il s'agit uniquement d'exécuter finalement des décors mis au point par Pajou. Mais au-delà de ces décors en bois, Deschamps va également travailler des décors en pierre, notamment le fronton qui surmonte l'entrée de l'Opéra Royal, je n'ai pas mis de photo, mais également le carton-pâte, technique que nous allons retrouver quelques années plus tard à Trianon, nous allons voir. En effet, ces deux anges tenant les armes royales qui surmontent le cadre de scène sont exécutés non pas en bois ni en stuc même, mais en carton-pâte. Enfin, il va également travailler le haut relief, voire même le très haut relief, quasiment de la ronde-bosse en somme, dans le foyer de l'opéra qui est entièrement préservé, où là encore on célèbre Apollon, maître des arts, c'est le dieu des arts surmonte l'entrée du foyer, avec autour de lui les muses qui l'inspirent et qui le protègent. Deschamps va justement participer, là encore une fois, à l'exécution de ces figures qui font l'objet de très nombreux dessins préparatoires de la part de Pajou, dessins que l'on conserve en grande partie dans les collections publiques qu'on essaie encore aujourd'hui de racheter. Donc, vous voyez, il côtoie un chantier vraiment d'envergure, un chantier royal, avec des maîtres réputés, et surtout, il voit les différentes phases de ce chantier, de la conception avec les dessins préparatoires, les modèles ensuite que Pajou et son équipe vont soumettre pour approbation à l'architecte, le roi, jusqu'enfin l'exécution de ces décors. Et donc, il est vraisemblable que Deschamps se fasse repérer sur ce chantier, à la faveur de ce chantier, notamment par un architecte qui commence à avoir son heure de gloire à Versailles, c'est bien entendu Richard Nicq, puisque à partir de 1766, la reine Marie Lesinska décide de fonder un établissement pouvant accueillir des religieuses chanoinesses de Saint-Augustin à Versailles. C'est la fondation donc, du couvent de la reine, de manière à pouvoir prodiguer un enseignement gratuit pour les jeunes filles. Donc Marie Lesinska, princesse d'origine polonaise, fait appel à Richard Nicq, qui est lui d'origine lorraine et qui est aussi l'architecte de son père, le roi Stanislas. Et Richard Nicq, donc, à ce moment-là, vraiment, commence à travailler pour la souveraine, qui a l'idée de se retirer dans ce couvent au cas où elle devienne reine douairière, c'est-à-dire au cas où Louis XV décède avant elle. Bon, bien évidemment, les choses ne se sont pas passées comme ça, puisqu'elle meurt en 1768, avant d'avoir vu même le début des travaux. Donc Richard Nicq avait dressé plusieurs plans pour la souveraine. Vous avez ici 2 des 3 projets que nous conservons. Et ces plans vont être repris, quoique considérablement modifiés aussi, par mesdames, filles de Louis XV et de Marie Lesinska, qui vont avoir à cœur de concrétiser le vœu
pieux, hein, Marie Lesinska était très pieuse, de leur mère. Donc Adélaïde, Louise et Victoire demandent à Richard Mille de revoir légèrement ses plans, et plans qui s'organisent autour, bien évidemment, de la chapelle, chapelle qui va recevoir justement un important décor sculpté. Et dans les sources, si l'on s'en fie aux seules sources, ce n'est pas Joseph Deschamps, mais un autre sculpteur, tout aussi oublié aujourd'hui, Augustin Bocciardi, qui aurait dû exécuter ce décor. Alors, Augustin Bocciardi, c'est un sculpteur qui est né en 1719 et mort en 1797, et qui était un artiste très bien en cours auprès du duc d'Aumont, qui va l'imposer d'ailleurs à l'intendant des menus plaisirs, Denis Pierre Jean Papillon de la Ferté. Hein, et à ce titre, Augustin Bocciardi va donc œuvrer pour les menus plaisirs et participer donc au décor des différentes fêtes qui vont marquer la fin du règne de Louis XV et surtout le règne de Louis XVI. Et Augustin Bocciardi, parallèlement à cette carrière de décorateur des menus, eh bien, va aussi avoir une production de statuettes en marbre, essentiellement destinée à une clientèle d'amateurs parisiens, notamment le duc d'Aumont, et même Papillon de la Ferté, qui au début était très critique envers Bocciardi, on lui avait imposé, eh bien, va se laisser séduire puisqu'il va acheter la Danaé que vous avez ici à l'écran. Donc c'est un sculpteur sur lequel j'aimerais bien travailler parce que sa carrière, un peu comme celle de Deschamps, a l'air tout à fait passionnante et on conserve beaucoup plus de statuettes, de sculptures, de ronds-bosses, si vous voulez, que Deschamps, mais tout cela encore reste très mystérieux. Donc un peu de patience. Je reviendrai dans quelques années donner une conférence sur Bocciardi si vous le voulez. En tout cas, les mémoires pour travaux qui sont conservés pour la chapelle du couvent de la Reine montrent que Bocciardi va sous-traiter à Joseph Deschamps, qui, je cite, est l'auteur des ouvrages faits sur les lieux, tant pour modèle qu'exécution. Hein, cette petite mention, c'est vraiment une rayure dans les contes que nous conservons, prouve que Deschamps est l'auteur du décor sculpté très important qui orne à la fois l'extérieur de la chapelle du couvent de la Reine, mais aussi l'intérieur. Alors, cette chapelle, construite dans le pur style néoclassique, par Mick, très inspiré par l'architecture grecque, c'est le début du goût à la grecque, en plein néoclassicisme, eh bien, nous avons un fronton à l'antique, si vous voulez, qui est orné dans la partie d'un haut relief représentant la foi, l'espérance et la charité. Hein, c'est ce que vous avez au-dessus, l'image au-dessus, tandis que sous le porche, on a un autre haut relief représentant la reine, Marie Lesinska, environnée des princesses ses filles. Donc il y a les trois princesses, il y en a une qui a disparu derrière la colonne, qui paraît leur expliquer les motifs qui l'ont porté à consacrer ce monument de charité. Donc c'est vraiment un relief historien, qui n'est pas un fait sous le voile également un peu de l'allégorie. Tandis qu'à l'intérieur de la chapelle est développé tout un décor essentiellement ornemental, mais également figuratif, puisque se déploie au-dessus des portes et des fenêtres 20 bas-reliefs très finement sculptés en pierre de Conflans, qui représentent donc la vie de la Vierge. Et ce n'est pas un hasard si on représente la vie de la Vierge, personnage féminin, mais dans un lieu pour les chanoinesses et surtout pour l'enseignement des jeunes filles. Et une des scènes, j'ai pas mis les 20 bas-reliefs en photo, mais j'en ai choisi un d'entre eux qui représente justement l'éducation de la Vierge. C'est le bas-relief que vous avez en haut. Alors, lorsque l'on voit les photos de détail, on voit que Joseph Deschamps a à cœur d'accentuer les traits. Vous voyez, la sculpture n'est pas extrêmement fine lorsqu'on la regarde de près, tout simplement pour s'assurer que quelques mètres en dessous du sol, eh bien, que la scène soit véritablement lisible. Et de même, on n'hésite pas à creuser le contour des figures de manière à accrocher la lumière et aussi à ce que les reliefs ressortent. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce premier
dans ce premier chantier où Deschamps œuvre quasiment seul, mais probablement à partir de dessins que lui fournit l'architecte Mick, dessins qui ne sont pas conservés. Toujours la part d'invention du sculpteur est assez méconnue, on ne peut qu'en faire une hypothèse. Et bien Deschamps montre l'étendue de son talent, avec des scènes empreintes d'une grande émotion. Regardez l'éducation de la Vierge, Sainte-Anne, représentée sous les traits d'une vieille femme, qui met une main protectrice sur la tête de la jeune Vierge qui apprend à lire. Ou des scènes qui semblent être presque prises sur le vif, des scènes de genre en quelque sorte, comme Joseph Charpentier, où on a un véritable atelier d'un charpentier avec les outils qui sont sculptés en bas-relief à l'arrière, ou encore des scènes d'une très grande expressivité, notamment la déploration sur le Christ mort, où la Vierge, comme ça, semble éperdue de tristesse, pousse un cri de désespoir. Et voyez comme le sculpteur a profondément sculpté la bouche pour vraiment que l'on puisse l'admirer d'en bas. Vous avez ici un détail, la fuite en Égypte, qui montre également le talent qu'a Joseph Deschamps dans l'art du relief, talent qu'il a pu apprendre justement sur le chantier de l'Opéra Royal de Versailles. Nous passons de la simple gravure qui figure la pyramide pour camper le décor au très très bas relief. Regardez la figure de Joseph qui semble à peine émerger du mur, et nous allons jusqu'au haut relief avec la Vierge qui ici donne le sein à l'enfant. C'est vraiment un maître là, du relief dans toutes les dimensions en quelque sorte de ce relief. Alors, le décor ornemental qui est absolument virtuose, encore une fois, si vous ne connaissez pas cette chapelle, de grâce, suivez une des visites. Ce décor virtuose n'est pas l'œuvre de Deschamps, mais de deux praticiens complètement oubliés. Guillaume Machaut, qui est un sculpteur originaire de Reims, qui va exécuter ces très très fins décors dans les chapiteaux ioniques, tandis que le reste de l'ornementation, notamment ces rosaces ou ces denticule, ces frises d'ove, de feuilles d'eau que nous voyons à peu près partout, tant sur la façade extérieure qu'intérieure, eh bien, est dû à un sculpteur là aussi oublié qui s'appelle Cardon. Mais ce vocabulaire ornemental, directement inspiré de l'antique, eh bien, c'est en quelque sorte la signature de Richard Mick, signature que nous allons retrouver sur tous les autres chantiers que l'architecte se voit confier. Et Mick, fort du succès du couvent de la Reine, va beaucoup travailler pour Mesdames, fille de Marie Lesinska et de Louis XV. Et de fait, il va être employé par Madame Louise, une des cadettes, qui, à partir de 1770, se retire à Saint-Denis, au Carmel. Elle se fait religieuse. Vous avez ici son portrait en tant que religieuse. C'est donc la mère de ce Carmel. Et elle décide donc de moderniser la chapelle, de la reconstruire complètement, à l'aide, bien évidemment, des subsides des bâtiments du roi. Et elle fait appel à Richard Mick, qui, à son tour, demande à travailler avec Joseph Deschamps, alors que la princesse, elle, voulait que le sculpteur employé soit un certain Randon. Mais Mick ne se laisse pas faire et impose sur ce chantier princier la figure de Joseph